Aujourd'hui, nous recevons Elvira Rigui, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, dit OCRET, qui va nous parler de l'audition des victimes de traite des êtres humains. Madame Rigui, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour madame, merci à vous de me recevoir. Comment se déroule une audition de victimes d'exploitation sexuelle ou de traite ? Alors, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains est composé d'enquêteurs spécialisés de la police judiciaire, dont le métier au quotidien est de démanteler des réseaux de traite des êtres humains. Dès lors, ils vont rassembler un certain nombre d'éléments de preuves. Alors, l'audition de victimes, elle peut avoir lieu à différents moments de cette enquête. Donc, elle peut avoir lieu en tout début d'enquête. Ça peut être une plainte d'une victime qui s'est échappée, par exemple, d'un lieu où elle était exploitée ou alors un lieu où elle était violentée et qui souhaite signaler les abus dont elle a été victime à la police nationale. Dans ces cas-là, c'est évidemment les services qu'on appelle, nous, des services de sécurité publique, c'est-à-dire un commissariat, un service de police de proximité qui va recevoir cette victime et qui va l'entendre. Les enquêteurs spécialisés de l'OCRET vont pouvoir également procéder à cette audition dans un deuxième temps, c'est-à-dire recontacter la victime parce qu'elle a des éléments extrêmement importants à amener à l'enquête qu'elle a déclenchée et à ce moment-là, l'entendre avant les interpellations de manière à rassembler des éléments de preuve complémentaires contre les auteurs que nous cherchons à interpeller. Mais cette audition peut également avoir lieu après les interpellations. Et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, puisque nous avons une situation où la prostitution que l'on appelle logée, c'est-à-dire la prostitution en appartement ou en hôtel, est de plus en plus importante en termes de chiffres, que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs. Si bien que nous avons de plus en plus de mal à avoir accès aux victimes en amont des opérations de police. Ces victimes sont cachées, elles sont d'autant plus vulnérables. Elles sont très difficiles à identifier puisque sur Internet, les annonces qui publient leur profil publient des pseudos et non pas leur véritable identité. Les numéros de téléphone qui sont affichés sont les numéros de téléphone de leur proxénète et non pas les leurs. Évidemment, leur adresse n'est pas donnée, tant et si bien que c'est un véritable travail d'enquête que de les localiser, de les identifier. Et c'est au moment où nous interpellons leur proxénète que nous avons accès souvent à ces victimes et que nous pouvons les entendre dans une situation finalement d'urgence et dans une situation qu'elles n'ont pas elles-mêmes déclenchée, ce qui rend notre travail d'autant plus difficile que ces victimes, à ce moment-là, ne sont pas dans une démarche volontaire de venir vers les services de police. Elles sont un petit peu prises par surprise dans le cadre d'une opération de police. Et donc, le travail de recueil du témoignage en est largement complexifié. Quels sont les grands chantiers actuels en termes d'enquête et d'audition des victimes pour l'OCRET ? Nous avons mis en place tout un tas de mesures à l'OCRET qui se développent petit à petit. L'une des mesures principales, c'est que nous essayons systématiquement d'intervenir de manière conjointe avec des associations spécialisées. Nous avons ainsi un partenariat établi avec le dispositif Accès qui permet de mobiliser les associations en fonction du lieu où nous intervenons et d'avoir la possibilité d'un continuum dans cette audition, c'est-à-dire que l'enquêteur, l'officier de police judiciaire va pouvoir poser un certain nombre de questions à la victime, des questions qui sont importantes pour l'enquête, va pouvoir lui notifier ses droits, mais en même temps, l'association présente va pouvoir avoir une approche tout à fait complémentaire et faire sentir à la victime qu'elle est dans un lieu sécurisé, qu'elle est dans un lieu sécurisant, qu'elle va pouvoir être prise en charge et que sa prise en charge ne va pas s'arrêter juste à l'audition avec les policiers. Pour cela, nous avons conçu plusieurs outils. Le premier outil, c'est ce procès-verbal type dans lequel nous avons mis un certain nombre de questions récurrentes
concernant l'exercice des droits, c'est-à-dire qu'on ne notifie pas seulement les droits à ces victimes, nous leur posons la question. Est-ce que vous voulez exercer ce droit ? Je prends pour exemple pour les victimes étrangères le délai de réflexion qui jusqu'ici était peu ou pas notifié, qui est trop peu utilisé et qui permet à la victime d'avoir 30 jours de réflexion et de rester dans une situation régulière et légale en France, même si elle ne dispose pas de titre de séjour au moment de l'audition. Et elle réfléchit à savoir si elle veut ou non coopérer avec les autorités de police et de justice dans le cadre de cette enquête. Pendant ces 30 jours, elle ne peut pas être renvoyée chez elle. Eh bien, ce droit lui est non seulement notifié, mais il lui est par ailleurs également posé explicitement la question: voulez-vous faire usage de ce droit ? Donc voilà, ce procès-verbal type que nous avons diffusé à toutes les unités de police et de gendarmerie de France a été mis en place récemment. Un autre outil que nous sommes en train de construire, c'est une salle d'audition dédiée, de manière à ce que les victimes ne soient plus entendues dans les mêmes salles et dans les mêmes conditions que les mises en cause. Il est important pour les enquêteurs de bien sentir la différence entre une audition de victime et une audition de mise en cause, et cela passe également par un contexte, une installation, une mise en condition tout à fait particulière. Et donc, c'est pour ça que nous avons obtenu des crédits de la Direction centrale de la police judiciaire pour construire cette salle qui sera le plus accueillante possible et où nous pourrons recevoir les victimes en compagnie d'associations. Donc nous avons également mis en place à la Direction centrale de la police judiciaire une nouvelle formation que nous avons construite en partenariat avec le dispositif Accès et l'AMIPROF, qui permettra aux enquêteurs d'acquérir de nouvelles techniques d'audition spécifiques à l'audition de victimes, permettant notamment de susciter l'empathie des enquêteurs et l'adhésion des victimes, et qui a pour objectif de permettre aux victimes de se sentir plus à l'aise, de manière à pouvoir déposer des éléments qui seront absolument déterminants pour l'enquête. Comment travaillez-vous avec les interprètes dans le cadre des auditions de victimes étrangères ? Les interprètes nous accompagnent les officiers de police judiciaire tout au long de l'enquête et pas seulement pendant l'audition. Dès lors que nous faisons par exemple des perquisitions dans un lieu de prostitution où il peut y avoir des victimes de traite étrangères, nous sommes systématiquement accompagnés d'interprètes qui seront en mesure d'expliquer à ces victimes ce qu'il se passe, le fait qu'elles ne sont pas mises en cause, le fait qu'elles sont victimes, qu'elles ont des droits. Dans quel cadre est-ce que la police entre dans ces lieux? Et ces interprètes ensuite restent à nos côtés, y compris dans la salle d'attente en attendant l'audition. Et puis bien évidemment, les interprètes sont présents pendant l'audition et traduisent chacune de nos questions au fur et à mesure, et ensuite traduisent chacune des réponses des victimes au fur et à mesure de l'audition. Merci Madame Arrigui pour avoir répondu à nos questions sur l'audition des victimes de traite des êtres humains. Au revoir et à bientôt.